pas inquiet. On n'est pas inquiet. Non, moi non plus. En tout et pour tout, vous m'avez parlé 2 heures et je vous coupais. Tous les trois, vous m'avez parlé 2 heures du sujet. Et encore, je vous dis non, mais on développera pendant la table ronde, donc j'ai aucun souci. Je commence. Il n'y a personne qui introduit. C'est moi qui d'accord. 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous. Que ça marche. Bonjour. Messieurs, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici pour parler de l'excellence opérationnelle en cuisine, les innovations HACCP et comment elles permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire. Vous êtes nombreux, je vois que la thématique vous intéresse, c'est parfait. Alors, avant de vous donner la parole, messieurs, je voudrais faire un rapide état des lieux sur le gaspillage alimentaire pour savoir de quoi on parle et pourquoi c'est important de lutter contre le gaspillage alimentaire, notamment en cuisine. Donc, la semaine dernière, l'ONU a publié un rapport qui montre qu'en 2022, dans le monde, 1 milliard de repas, oui, je dis bien 1 milliard de repas, ont été gaspillés, jetés à la poubelle. 1 milliard de repas, ça représente 631 millions de tonnes de déchets alimentaires. Et si on en parle, c'est que ce volume contribue au réchauffement de la planète. Et pas pour qu'un peu, il contribue à 10% des émissions du CO2. 10%, c'est beaucoup. Donc il faut agir. Et les restaurateurs peuvent agir. Je vous ai parlé des chiffres au niveau mondial. Vous me direz, oui, mais la France. Eh bien, la France, on n'est pas forcément des bons élèves. La France, nous émettons 10 millions de tonnes de CO2, n'importe quoi, de déchets, 10 millions de tonnes de déchets. Et la restauration contribue pour 12%. Si on rapporte en économie, c'est un montant de 16 milliards d'euros qui partent à la poubelle. Alors en ces temps où vous, les restaurateurs, vous êtes très impactés par l'inflation et les consommateurs aussi, raison de plus pour lutter contre ce gaspillage. Cette production de déchets, on pourrait penser qu'elle est le fait des consommateurs, des clients, qui ne mangent pas leur assiette et qui vous les renvoient en cuisine. Mais pas seulement, puisque 50% des... Je sais, je vous donne beaucoup de chiffres, mais ce sont des chiffres qui parlent, qui sont vraiment parlants. Donc 50% du gaspillage se fait avant la mise sur table de l'assiette. Et c'est notamment 1/3 au moment de la production en cuisine. Le reste étant lors de la logistique et du transport des aliments. Alors face à ce gaspillage, le gouvernement a agi et a pris la fameuse loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de février 2020, dite loi AGEC, qui a fixé toute une série de mesures pour lutter contre le gaspillage. L'objectif est de réduire celui-ci de 50% d'ici 2030 dans la restauration commerciale. 2030, on est d'accord, c'est demain. Donc il y a beaucoup de choses à faire et vous êtes ici présents avec nous parce que vous êtes entre guillemets des bons élèves. Donc pour limiter le gaspillage, on peut créer moins de déchets dès la production. Vous êtes, Monsieur Selami, assez champion là-dessus avec Monsieur Cartelas et vous nous en parlerez. On peut aussi valoriser et transformer les déchets. Monsieur Loiseleur, chez Melt, vous savez faire. Mais on peut aussi ne pas créer de déchets. Et lorsqu'on a préparé cette conversation, tous les quatre, il y a une chose que vous m'avez dite spontanément, les uns et les autres, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. Et ne pas créer de déchets, ça se passe dès
dès la cuisine, dès la production. Et pour cela, les règles d'hygiène HACCP, qui ont été, rappelons-le, créées par la NASA, on le sait peu, que ça a été créé par la NASA dans les années 60. Cette méthode permet de garantir l'hygiène et la sécurité alimentaire. Depuis quelques années, on assiste à une digitalisation de cette fameuse HACCP qui permet, et M. Cartelas nous le racontera, d'assigner des tâches aux coéquipiers, d'effectuer des relevés de température et bien sûr de donner l'alerte en cas de besoin. Tout cela, c'est notamment le cas de votre solution JRI MySirius, M. Cartelas. Et vous nous expliquerez donc les avantages de cette solution et comment elle permet de réaliser des économies et surtout d'atteindre cette fameuse excellence opérationnelle en HACCP, de lutter contre le gaspillage alimentaire. Bien, j'ai assez parlé, mon introduction est terminée, mais je pense que c'était important de rappeler tous ces chiffres pour savoir de quoi on parlait et pourquoi c'était important d'ouvrir le débat. Parce que gaspillage alimentaire, on ne pense pas forcément HACCP, ce n'est pas la première chose qu'on pense. Donc je ne vous ai pas présenté, j'ai fait exprès, parce que je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, je vais enfin vous donner la parole. Et je vous propose de faire un premier tour de table et de vous présenter et de nous dire, parce que vous êtes des restaurateurs qui êtes dans le métier depuis très très longtemps, et M. Cartelas est à la tête non pas d'une start-up mais d'une société qui est historique et qui est nationale, vous nous le raconterez, aussi de nous rappeler à quoi vous contraint ces fameuses règles HACCP dans un premier temps. Voilà. Paul, je vous donne la parole. Bonjour à tous, Paul Loisler, je suis cofondateur et chef exécutif du groupe Melt. Le groupe Melt, pour ceux qui ne connaissent sûrement pas, c'est un restaurant de barbecue texan. On fume des viandes pendant de longues heures dans nos restaurants. On a 5 restaurants aujourd'hui sur Paris uniquement et un laboratoire de production qu'on vient d'ouvrir. Donc avec le laboratoire, on rentre encore plus dans les règles HACCP et aussi dans la gestion du gaspillage, parce qu'on passe sur des quantités qui sont plus importantes que sur un restaurant traditionnel. Juste sur la partie HACCP, on a pris le sujet à bras-le-corps dès le début en mettant un logiciel en place qui s'appelle IPAC Hygiène, qui est sur le salon et que vous connaissez sûrement, et qui nous aide, qui nous facilite la vie en termes de suivi des règles et aussi en termes de tâches données aux employés. Oui, et on va laisser la parole à M. Cartelas. Merci Paul, et on reprendra ce que vous faites chez Melt. Bonjour, Eric Cartala, donc je suis le directeur général de la société JRI. JRI, c'est une entreprise qui est, comme vous l'avez dit, qui est une vieille dame, hein, parce qu'elle a bien plus de 180 ans. L'ADN de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la métrologie. Ce sont fabriquer des instruments de mesure pour vérifier la qualité d'un process, que ce soit médical, que ce soit agroalimentaire. Il faut être fier de cette entreprise. C'est une entreprise qui est purement française, qui fabrique tous ses produits en France, qui les conçoit et qui les développe et qui les commercialise dans le monde entier. JRI donc a des clients utilisateurs dans le monde entier, en direct ou via des réseaux, un partenaire comme Trackfood sur la France qui commercialise et distribue ce produit. Nous, notre ADN, c'est fabriquer pas des gadgets, des vrais instruments de mesure, parce que la mesure, c'est précis. Ça veut dire que quand vous devez mesurer un 5 degrés, vous devez savoir si c'est vraiment 5 degrés. C'est facile de faire un capteur, faire un instrument de mesure, c'est beaucoup plus compliqué. Et on est dans l'éco-conception, ça rejoint, c'est-à-dire des produits avec des longues durées de vie. On ne fait pas des produits qu'on jette au bout de 3 ans, on est sur des produits qui ont des durées de vie de 10, 12 ans, 15 ans, etc. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des très grands groupes, dont McDonald's, dont M. Selami nous parlera tout à l'heure, sur toutes les problématiques de HACCP, automatisation, c'est-à-dire en gros trouver du ROI.
investir, mais avoir un ROI, un retour sur investissement très rapide. Aujourd'hui, avoir des équipiers, déjà c'est compliqué d'avoir des bons équipiers. Donc avoir des équipiers qui font des relevés manuels de température avec des petits thermomètres qui sont plus ou moins justes, ça ne sert à rien, autant rien faire. Donc nous, on travaille sur toute l'automatisation de façon très large et on voit qu'on part de la température, mais on va ouvrir sur beaucoup d'autres champs qui permettent que toutes les tâches un peu redondantes, sans beaucoup d'intérêt intellectuel, elles soient automatisées et qu'on soit juste prévenu quand c'est nécessaire. On fait le juste nécessaire et aujourd'hui, les technologies qui existent sur le marché permettent d'avoir des retours sur investissement extrêmement rapides parce que la digitalisation, ça ne coûte pas très cher. Merci. J'en profite pour préciser que M. Selami, à qui je vais donner la parole, est ici en son nom, ne représente pas McDonald's de France. M. Selami est directeur général de 8 restaurants dans le Nord Franche-Comté, mais pour McDonald's de France. Voilà. Et il est aussi restaurateur depuis 30 ans, donc il a vu l'évolution des contraintes. Voilà, M. Selami, je me suis permise de... Mais allez-y. Bonjour, donc, je m'appelle Mahmoud Selami, je suis le directeur général de McDonald's Nord-Franche-Comté. Donc, sous ma responsabilité, j'ai 8 restaurants. Je travaille pour un franchisé. Aujourd'hui, si je suis présent, je vais être à mon nom plutôt que McDonald's France, parce que McDonald's France, il a ses représentants. Et surtout, par rapport à mon expérience, parce que j'ai vu l'évolution par rapport à la présence de HACCP dans les restaurants en 2004-2005, et puis comment on a évolué ce process pour arriver où on est aujourd'hui. Donc, d'où je vais vous en parler. Oui. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il est en train d'ouvrir un 9e restaurant. Et ce que vous ne nous avez pas dit aussi, messieurs, Monsieur Selami, combien de repas servez-vous quand on a préparé, j'allais dire, cette émission? Vous m'avez donné un nombre assez... Je préfère que ce soit vous qui le disiez. On ne va pas appeler des repas, donc on va dire des tickets, à peu près 1 200 000 tickets par an. Voilà, 1 200 000 par an. Bon, dans la région Nord-Franche-Comté. J'espère que la moitié ne part pas à la poubelle. Non, sinon on n'a pas de rentabilité. Vu nos prix, donc on n'a pas la rentabilité qu'on pense. Paul, c'est évidemment, vous n'êtes pas McDonald's de France, mais quand même, entre tous vos établissements Melt, vous avez un nombre de repas aussi assez conséquent par mois. Alors nous, j'ai pas le chiffre par an, mais on est sur les 5 établissements entre 15 et 20 000 repas par mois. Voilà, et là, comme vous ouvrez l'atelier, enfin vous venez d'ouvrir l'atelier, donc on peut penser que ce chiffre va encore augmenter. L'atelier va nous permettre principalement de servir la partie événementielle, donc qui est plus saisonnière, mais oui, ça va nous permettre d'augmenter ce chiffre significativement. Oui. Donc, moi, je me pose une question de néophyte, que peut-être dans la salle, les gens ne se posent pas, mais en tant que restaurateur, pouvez-vous nous dire à quoi vous contraint la HACCP? Paul, je vous en prie. HACCP, c'est une méthode de travail qui nous permet de contrôler, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple la température de nos frigos, pour s'assurer que les matières premières restent à une température acceptable pendant toute la journée. Ça va être toute une méthode de travail sur la réception des marchandises. Est-ce qu'elles sont réceptionnées à la bonne température, avec le bon conditionnement? Comment est-ce qu'on va les réchauffer? Comment est-ce qu'on va les refroidir? Toute la partie plan de nettoyage, le PMS, qui va nous permettre de nettoyer correctement notre établissement. C'est tous les process et toutes les règles qu'on va mettre en place pour que le restaurant tourne d'une manière la plus hygiénique possible. Et aussi, dans un cas où on a un problème, comment est-ce qu'on intervient sur ce problème? Si on a un défaut sur une viande, quel est le process pour mettre ce produit de côté ou non? Et je crois que vous avez choisi de digitaliser dès le début d'ailleurs, j'allais dire assez rapidement, mais non, dès le début. Et lorsqu'on a préparé, vous m'avez raconté une anecdote assez sympathique. Est-ce que vous pouvez me le en fait, dire c'est vrai que nous, on a ouvert Melt il y a 7 ans. Et je pense que la digitalisation des appareils de contrôle dans les grosses sociétés était déjà présent.
dans les plus petits restaurants, nous on n'en avait qu'un à l'époque, c'était quelque chose de très nouveau. Et quand on a eu notre premier contrôle d'hygiène dans le 11e, la contrôleuse, Madame Pinault, nous était surpris de l'outil et nous a demandé de lui expliquer l'outil. Elle ne comprenait pas vraiment comment ça fonctionnait et pourquoi est-ce qu'on l'avait mis en place. Donc c'est un petit peu nous qui l'avons introduit à ça, et très rapidement derrière il y avait beaucoup de clients elles qui l'ont mis en place parce que ça nous a facilité la vie. Moi j'avais travaillé en Chine à l'époque, juste avant d'ouvrir le resto à Paris, et là-bas au niveau règles d'hygiène il n'y avait quasiment pas d'obligation. Et quand on est arrivé à Paris, qu'on a monté le restaurant à Paris, qu'on a fait toute la liste des choses qu'il fallait faire toute la journée sur la partie HACCP, c'est vrai que d'avoir un outil digital qui nous permettait de lister la liste des tâches à faire, ça nous a vachement facilité la tâche. Merci. Monsieur Selami, vous êtes restaurateur, je crois, depuis 30 ans. Donc vous avez vu les choses évoluer. Et Monsieur Cartella nous a expliqué que JRI, à la base, vous étiez spécialisé dans les prises de température au niveau des frigos. Comment, je crois que maintenant, dans vos restaurants, il y a des sondes partout, y compris dans les aliments, dans les frigos. Il y a des sondes et des capteurs, d'ailleurs, un peu partout. Comment s'est faite cette évolution ? Donc l'évolution, elle est venue naturellement parce qu'au départ, la HACCP, ce sont des points, donc si on résume la HACCP, ce sont des points critiques à contrôler tout simplement. Donc on a 8 points à contrôler, c'est-à-dire et avoir une traçabilité bien claire pour sécuriser à la fois le parcours du produit, mais aussi par rapport à nos clients qui se présentent tous les jours dans nos restaurants. Donc ça, c'était le premier point. À partir de là, donc on a commencé par, bien sûr, des outils archaïques. Donc on prend les températures avec des sondes à la main. Donc on va reprendre la température, on va les mettre sur des tableaux. C'est sarcophage, donc ça prend beaucoup de temps pour nos collaborateurs. Il y a beaucoup de points à vérifier parce qu'on a beaucoup de chambres, donc à la fois positifs et négatifs. On a des chambres auxiliaires, on a des barres salades. Et il fallait contrôler toutes ces températures et avoir un suivi. Donc au fur et à mesure, on a vu quand même l'évolution arrive avec la technologie numérique. Donc les températures sont maintenant prises directement dans les chambres froides. Ils sont remontés dans des tableaux de contrôle. Donc nos collaborateurs ne s'interviennent plus comme avant, sans gagner du temps. Et on a une précision, une traçabilité infaillible et implacable. Oui, justement, vous pouvez nous préciser, par exemple, si une porte de chambre froide reste ouverte, déjà, quel est le coût d'une porte de chambre froide, et comment vous, au niveau du restaurant, vous réagissez? Donc, tout simplement, par exemple, dans un restaurant McDonald's avec un chiffre moyen, on a une chambre froide négative qui est de, grosso modo, 10 à 12 000 euros de produits hors taxe dedans. Donc, en cas de défaillance de température, nous, on est alertés. Donc, on a des responsables de sécurité et hygiène. Ils sont alertés en temps réel. Et à partir de là, on peut agir. Ça m'est arrivé dans un restaurant à 3 heures du matin, une chambre froide. La température, elle est critique. Donc, on a fait intervenir le frigoriste dans les temps pour ne pas perdre tout le contenu de la chambre froide. Donc, voilà. Ça, c'est mécaniquement et comment ça se passe. Et donc, ça vous permet de ne pas jeter la nourriture? Quelque part, sur cet événement-là, oui, si on n'était pas... C'est-à-dire, si on a ouvert nos restaurants comme d'habitude et on vient à 9h30 ou 10h ou à 8h et la chambre froide, elle est descendue en dessous de 16 degrés, donc tous les produits sont abîmés avec tout un process important à suivre parce qu'on ne peut pas jeter des produits comme ça sans les services vétos et comment on va après les faire disparaître, quoi. Et je me demandais, on parle des chambres froides, mais je crois que les températures sont... Enfin, vous avez la possibilité de... Et ça, je vous laisserai... Je ne sais pas si c'est vous, Monsieur Cartella, qui voudront répondre. Je crois que vous contrôlez la température jusqu'à l'intérieur des steaks. Et surtout que maintenant, chez McDonald's, depuis que les recettes ont été améliorées et que le client peut demander la température, choisir sa température de cuisson, les sondes sont... Enfin,
ne sont pas simplement dans les chambres froides, mais vont jusque dans les aliments. Vous savez, quand même, en HACCP, donc on a un devoir de contrôle et d'avoir un produit qui est sain pour distribuer et vendre à nos clients. Oui. Donc, si on parle de prise de température de viande, donc on a un certain seuil critique. En Europe, aujourd'hui, il est de 65 degrés. Chez McDo, c'est un peu plus. Donc, il fallait, pour protéger nos clients par rapport à certaines bactéries, le E. coli, donc il va falloir que la viande doit être cuite à cœur à une température supérieure à 65. Chez nous, on est à 69 et l'Europe est dit 65. Donc on prend une certaine sécurité. D'où on va sécuriser le parcours du produit. Merci. Monsieur Cartelas, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur tout ce que vous avez installé chez vos clients pour justement contrôler toutes ces températures et non seulement enregistrer, parce que contrôler les températures c'est bien, mais les enregistrer, que l'enregistrement soit fiable, notamment en cas de contrôle, et alerter. Pouvez-vous nous en dire plus ? En fait, il faut être assez pragmatique, une fois de plus, dans un restaurant. Quel est l'objectif ? 1, éviter de jeter. 2, tirer la qualité vers le haut. 3, essayer de faire que ça prenne le moins de temps possible, que ça soit optimisé. Aujourd'hui, dans des restaurants comme McDonald's, mais une fois de plus, il n'y a pas que McDonald's. Tout restaurant, je vais parler par exemple de chaînes comme Circle K, qui sont des grandes chaînes américaines de distribution alimentaire. Eux ont très peu d'équipiers, très peu de personnel. Ils veulent simplement automatiser et faire que les équipiers soient utilisés quand ils ont des actions de contrôle HACCP au bon moment et simplement au bon moment. On va souvent d'ailleurs contrôler et donc on va mettre des petites sondes dans l'ensemble des frigos, des congélateurs, ce qu'ils appellent les auxiliaires à viande juste avant les grilles, mais on va aussi contrôler l'ouverture de la porte, c'est-à-dire avant qu'il y ait une remontée de température, première alerte. Deuxièmement, l'alerte si la température de l'enceinte sort des plages de tolérance. Troisièmement, on va simuler la température du produit. C'est-à-dire que la même sonde va pouvoir faire du 3 en 1. Je préviens que la porte de la chambre froide est restée ouverte. Et en effet, comme le dit M. Selami, ça va être sinon un sinistre de l'ordre de 12 000 € chez McDonald's. Ça va être moins dans certains. Mais néanmoins, on risque de jeter. Et après, le processus de jeter est compliqué si on le fait sérieusement. Donc, j'alerte que la chambre froide, et c'est très classique, quand vous rentrez dans une chambre froide, vous avez l'air froid qui vous souffle. 3/4 du temps, les gens ils coupent le groupe froid pour pouvoir charger la chambre froide tranquillement, ou ils ferment mal la porte, et c'est là où on a c'est souvent des problèmes humains. Bon. Là, on va détecter l'ouverture de porte, qu'elle reste trop longtemps ouverte. On va après détecter que la température de l'enceinte commence à remonter à des températures anormales, et on va simuler, en fonction du produit, à quelle température est le produit. Parce que, in fine, ce qui nous intéresse, c'est pas tant la température de la chambre froide, c'est est-ce qu'il y a eu décongélation du produit, par exemple. Et tout ça est fait de façon automatisée. Et quand on a cette infra qu'on va installer, on voit l'infra, elle est en place, elle va permettre de faire beaucoup d'autres choses. On va contrôler, par exemple, le nombre de clients qui rentrent dans le restaurant, le nombre de clients qui rentrent dans les toilettes. Si on a une procédure de nettoyage, là, plutôt qu'à les vérifier régulièrement, on va contrôler et on va dire il y a tant de personnes qui sont rentrées dans les toilettes, il est temps de lancer le processus de nettoyage, le remplissage des poubelles, etc., etc. Tout ça, ce sont en fait, avec la même infrastructure, on va remonter des données pour que les personnes on les interpelle en fonction de leur métier au moment où ils ont une action à faire. Et ça, je vous interroge, monsieur Paul et Mahmoud. On parle des équipiers, ce sont les équipiers qui utilisent ces solutions. Ça a été bien accepté, vous qui avez vu l'évolution, ça a été bien accepté, et avec la problématique de recrutement actuelle et le turnover qu'on observe dans les restaurants, est-ce qu'elle est bien acceptée et facile à utiliser ? Est-ce que ces procédures, vous utilisez tous les deux des solutions digitales différentes, mais qui sont digitales, est-ce qu'elles sont faciles à utiliser comment elles sont vécues par les équipiers des restaurants ?
Alors pour nous, en tout cas sur ce logiciel IPAC Hygiène, on va dire qu'il y a des choses qui leur facilitent la tâche, d'autres pas forcément. C'est vrai qu'il y a des nouveaux modules qui ont été mis en place. Nous, on pense par exemple au refroidissement, le module de refroidissement et le module de remise en température qu'on n'utilisait pas forcément avant et qu'on a mis en place. C'est des étapes un petit peu en plus pour eux. Donc ça a mis un petit peu de temps de les former et de faire en sorte qu'ils le fassent. Mais si on prend par exemple, on travaille aussi, alors pas sur les restos encore, mais sur le labo, on travaille avec des sondes aussi qui nous permettent de faire la prise de température. Bah là pour eux c'est idéal, il n'y a plus de prise de température à faire, on fait juste un relevé sur le back-office de l'ordinateur, on vient relever les températures. Alors après on a aussi des alertes qui vont se faire sur le téléphone si jamais il y a une température qui n'est pas la bonne. Et sur la partie aussi nettoyage, plan de nettoyage, réception, c'est vrai que c'est parfois beaucoup plus facile de faire juste une photo de l'étiquette plutôt que de la garder dans un cahier tous les mois, etc. Donc on va dire qu'il y a des parties de la solution que nous on utilise en tout cas qui ont servi aux employés et qui leur ont facilité la tâche, et d'autres qui sont parfois un petit peu plus fastidieuses mais nécessaires pour que tout le monde travaille dans un environnement sain et qu'on ne prenne pas de risques. Est-ce que quelque part, je vous pose la question à tous les trois, est-ce que ça robotise le geste de l'équipier? Est-ce que ça dit à l'équipier, ça permet aussi, d'un autre côté, ça permet de vérifier les gestes d'hygiène, mets ta Charlotte, lave-toi les mains, vous pouvez nous en dire plus? En fait, ces systèmes sont souvent customisables en fonction du process de chaque restaurant. Donc là, c'est une démarche qualité. Chez McDonald's, ils ont certaines procédures, d'autres restaurants, d'autres procédures. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, se poser les bonnes questions. Quel est l'intérêt? C'est vrai qu'il y a 5 ans, il n'y avait pas un écran dans une cuisine. Hein. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, les équipiers, vous avez beaucoup de jeunes, leur demander de noter sur la porte d'un frigo la température 3 fois par jour ou sur un bloc, de découper des étiquettes code barre avec les DLC, etc. C'est complètement dépassé. Je veux dire, ça paraît complètement invraisemblable. Aujourd'hui, voilà, il y a des outils qui sont surtout très simples à utiliser parce que c'est des applications web très simples à utiliser et qui vous font faire le juste nécessaire. Ce qui est automatisé est automatisé, ce qui doit être fait par une action manuel parce que j'ai nettoyé et c'est mon plan de nettoyage, j'ai marqué, je me suis tagué, j'ai marqué que c'est moi qui l'avais fait à quel moment. Donc ça facilite forcément. Pour les jeunes, c'est évident. Pour la démarche qualité, c'est plus qu'évident. La traçabilité et surtout, ça permet, on revient au projet initial de la discussion, mais ça évite le gaspillage parce que vos frigos, ils conservent. Si la porte reste ouverte, si le frigo, il y a une coupure électrique, tout ça, c'est de la perte. Et ça, Justement, Monsieur Selami, vous qui êtes dans la restauration depuis 30 ans, et effectivement, c'est bien, merci Monsieur Cartella d'avoir rappelé que effectivement, la digitalisation s'est emparée des restaurants depuis le Covid et qu'il y a 5 ans, nous tous, un QR code, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas qu'on pouvait scanner un menu et payer une addition avec un téléphone portable. J'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que je voulais vous demander. Non, justement, depuis 30 ans, est-ce que vous avez vu concrètement ce qui nous intéresse aujourd'hui, la lutte contre le gaspillage alimentaire? Vous avez vu que toutes ces mesures prises en cuisine au moment de la production vous permet de réduire ce gaspillage, parce que je crois que vous anticipez aussi, il y a d'autres choses, c'est-à-dire que vous ne produisez plus, vous produisez à la demande, mais aussi vous anticipez les demandes. Déjà, pour rebondir sur la première question, je reviens un tout petit peu. Merci concernant... de suivre le fil de mes questions. Oui, je vais vous suivre. Donc la question d'automatiser tout, c'est-à-dire on donne le temps à nos collaborateurs, et même pour des cuisines traditionnelles, si on a un cuisinier, il va s'occuper plutôt de faire son assiette. Pour nos collaborateurs, faire bien le produit. Pour nos collaborateurs qui sont au service, donc ils vont s'occuper plus de nos clients. Et c'est ça notre corps de métier. Avant qu'on prenne des températures, c'est vrai, la température sécurise un parcours client
d'hygiène, de sécurité alimentaire, mais le plus important et ce qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est nos clients. Donc on doit être auprès d'eux. D'autant que vous avez mis en place le service à table. Tout à fait. Et que je n'ai pas rappelé dans mon introduction que l'an passé, dans le cadre de la loi AGEC, les établissements de restauration rapide de plus de 20 places assises ont été soumises à l'obligation de mettre en place de la vaisselle réemployable, et que McDonald's France a été précurseur dans ce domaine. Et la solution mise en place a été donnée en exemple et a permis d'être un exemple pour beaucoup. Donc effectivement, aujourd'hui, vos équipiers, on leur demande d'être beaucoup plus en contact avec la clientèle. Nos clients, tout à fait. Et effectivement, être présent. Paul, je pense aussi à ce que vous m'avez dit. Je crois que vous avez mis en place des systèmes d'audit qui permettent non seulement de limiter le gaspillage alimentaire, et je crois aussi que vous avez mis en place quelque chose qui permet d'améliorer la DLC de vos viandes, parce qu'on le rappelle, vous êtes quand même un spécialiste de melt. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'y aller, dardard, si vous êtes un viandard, parce que ce sont des très très bonnes viandes à la mode texane maturée, et vraiment c'est une expérience d'aller chez Melt. Et je crois que la viande au prix où ça coûte, le gaspillage, vous ne pouvez pas vous permettre. Je crois que vous avez mis en place des choses pour justement améliorer les DLC. Alors c'est vrai que quand on a démarré et quand on commence de rien, on a cette règle qui est basique. Quand on crée un produit, il a 3 jours de DLC. Donc petit à petit, nous on a travaillé avec un organisme qui s'appelle Calice et qui nous permet de faire des analyses, ce qu'on appelle soit des DLC, soit des ADLC, et qui nous permettent de pousser les produits à 5, 6, 10 jours, 15 jours en fonction de leur nature. Et clairement, au fur et à mesure de notre développement et au fur et à mesure des règles qu'on s'est imposées et de tout ce qu'on a pu mettre en place en termes de HACCP, on a pu prolonger la vie de nos aliments. On a commencé à utiliser le sous-vide aussi, qu'on n'utilisait pas du tout avant, et on est passé sur des DLC à 12, 15 jours, et là maintenant avec le laboratoire à des DLC à 21 jours, ce qui forcément réduit la tension sur les produits. On n'a plus que 3-4 jours pour les passer, et donc forcément grâce à ces interventions-là, de réduire fortement le gaspillage alimentaire. On a aussi la possibilité, grâce aux règles qu'on a mis en place, de réutiliser les produits, de les refroidir, de les remettre en température de la bonne manière et de pouvoir les réutiliser. Nous, on fume les viandes une grosse partie de la journée. On vend nos viandes le soir. Quand il nous restait des viandes à l'époque, au tout début, quand on a commencé, qu'on n'avait pas vendu, on ne savait pas trop comment les utiliser. Maintenant, grâce au process qu'on a mis de refroidissement, de remise en température, on les réutilise, on refait des recettes avec, ce qui nous permet de réduire un minimum le gaspillage alimentaire. Oui, parce que, merci de le rappeler, lutter contre le gaspillage alimentaire, ça se passe dès la production, on l'a vu, mais on peut aussi lutter contre le gaspillage alimentaire en réutilisant, en transformant le déchet. Ce qui n'est pas votre cas, Monsieur Mahmoudi. Monsieur Selami, je ne vais pas vous mettre à mal avec McDonald's de France. On ne va pas les raconter ce qui n'est pas. En revanche, Paul, je crois que vous êtes expert dans la façon de réutiliser, de transformer le déchet, notamment. Vous avez les restaurants, mais vous avez mis en place les délices l'an passé. Vous l'avez rappelé, vous venez d'en ouvrir un deuxième. Et avec des recettes notamment de sandwich. Pouvez-vous nous en dire plus sur la valorisation et la transformation du déchet alimentaire ? C'est vrai que nous, on travaille de la viande, et on travaille des viandes qui sont quand même de bonne qualité, donc n'importe quel déchet a un prix. On pense par exemple, on a des pièces de bœuf, de brisket, qu'on parle gras, on va dégraisser un petit peu les viandes avant de les cuire. Et cette graisse a un coût, et donc du coup aujourd'hui on la réutilise, on en fait de la graisse de bœuf pour faire confire d'autres produits. On va réutiliser aussi toutes les chutes des parages de ribs par exemple, ou d'épaules de cochon pour faire des bouillons ou des sauces.
Je pense qu'on n'a rien inventé, c'est vieux comme le monde, mais voilà, l'idée c'est de se dire j'ai un déchet, qu'est-ce que j'en fais, comment est-ce que je le valorise d'une certaine manière pour pas que ça soit un coût, en tout cas. Merci. Monsieur Selami, au niveau des graisses, je crois que vous faites quelque chose au niveau du recyclage des graisses utilisées. Donc, tous les huiles de friture chez nous, donc, ils sont prises par une société qui s'appelle Eolia, ils sont recyclés. Et nos camions qui nous livrent les produits dans nos restaurants, ils utilisent ce biodiesel, donc on appelle ça. Donc ils sont utilisés nos huiles pour les camions qui nous fournissent. Donc c'est un circuit fermé, c'est-à-dire que l'huile sert à faire cuire les frites. Quelque part, il revient pour ramener des frites au restaurant. Ramener les frites au restaurant. L'heure tourne, malheureusement, on pourrait parler pendant des heures. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais quand on a préparé cette table ronde, rien que d'évoquer le sujet, on a parlé tous ensemble réunis plus de 2 heures. Donc c'est dire si le sujet est vaste, mais malheureusement, le temps nous a imparti. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien donner la parole au public et savoir s'il y avait des questions dans la salle. Oui ? Je vais m'approcher. Vous êtes d'accord ? Tenez. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour vos partages d'expérience. Je suis restaurateur. J'ai digitalisé aussi tout ce qui est lié à l'hygiène, l'HACCP, parce que c'est quelque chose qui est pour nous une priorité, je dirais, comme tout le monde, ça devrait l'être. Par contre, j'aimerais avoir votre partage d'expérience sur les contrôles sanitaires, et notamment ceux qui effectuent les contrôles, donc les contrôleurs, parce que vis-à-vis du dernier contrôle que j'ai eu, par exemple, j'ai eu une attitude assez méprisante de la part du contrôleur quand je lui ai sorti ma solution digitale. Et c'est intéressant parce que du coup, on avait vraiment affaire à une personne qui aurait préféré que je lui sorte le cahier avec les étiquettes. Donc ça m'intéresse parce que c'est un monde à 2 vitesses. Vous avez tout résumé sur le côté pratique, le côté rapide, ce qui n'empêche qu'il faut quand même être derrière les équipes pour la rigueur, etc. Mais quand le contrôleur arrive finalement, et c'est pour ça qu'on fait ça aussi, des fois ça bloque. Et donc, vu je pense les nombreux contrôles que vous avez, est-ce que c'est une généralité? Est-ce que je suis tombé sur le mauvais contrôleur? J'aimerais avoir votre avis. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse répondre. Alors, nous, on n'a pas été soumis à ça directement, un contrôleur qui n'a pas aimé la solution. On a eu un contrôle qui s'est mal passé parce que les équipes n'étaient pas capables de lui montrer comment elles agissaient. Elles n'étaient pas capables de lui expliquer. En fait, il est arrivé un lundi, on n'a pas eu de chance, le chef n'était pas là, le sous-chef n'était pas là, le truc qui s'est mal passé et toutes les mauvaises cases étaient cochées. Et ce qui lui a pas plu, c'est qu'ils n'étaient pas capables de lui expliquer qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on montre ça, comment est-ce qu'on contrôle, etc. Donc à partir de ce moment-là, il nous a pris en grippe et là, il a démonté tout le restaurant, mais c'est pas grave, ça nous a permis de se remettre en question. C'est là où on a commencé à lancer avec l'entreprise Calis les audits, qui est une entreprise qui nous suit depuis toujours et qui est vraiment géniale et qui justement a des très bons contacts avec les contrôleurs. En sachant que les contrôleurs sont maintenant plus faits par la DDPP, mais a été sous-traité à Veritas. C'est plus les mêmes contrôleurs à partir de cette année, je crois. Donc il y a un petit changement aussi sur le type de contrôle qu'il va avoir. Ça, on est un peu en attente de voir comment ça va se passer. Moi, je pense que la plupart des contrôleurs sont plutôt enclins à ces nouvelles solutions, mais il faut que les équipes soient bien formées et il faut qu'on puisse expliquer que ça ne soit pas juste... Voilà, on a ça et ça nous suffit, mais on ne sait pas bien l'utiliser et tout le monde n'est pas conscient de comment l'utiliser. Je pense que c'est là le gros point. Merci Paul. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Non? Bon, on va conclure alors. Très bien. Est-ce que vous... je vais vous laisser conclure. Hein? C'est bien, non? Si vous concluez. Donc le gaspillage alimentaire avec les solutions... Est-ce que vous avez atteint cette excellence opérationnelle en cuisine?
En tout cas, moi, je rebondirais sur ce que vient de dire Paul. C'est évident que tous ces outils-là, c'est des outils, mais à un moment, il faut comprendre. Les problèmes des auditeurs, c'est vrai dans tous les métiers. Vous avez des gens qui restent sur leur vieille école, qui n'ont pas évolué, et puis vous avez des gens un peu qui s'intéressent un peu à la techno et qui voient le bénéfice pour tout le monde. On l'a eu quand on a mis en place dans toutes ces solutions au début, ne serait-ce que les utilisateurs voyaient des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Un exemple très classique, c'est que vous voyez sur votre réfrigérateur marqué 6,3, des fois 6,34, et vous êtes persuadé qu'il est à 6,34. Et quand on vous explique que non, c'est la température de régulation, ce n'est pas la température de l'enceinte, et que peut-être elle est à 9 degrés, ça vous pose un problème. Et il y a tout cet accompagnement. Et dans les chambres froides, c'était encore plus vrai. On voyait des choses autrefois, les contrôles de température, on voyait quelque chose de très lissé, donc tout était lissé, on ne voyait pas les phases de dégivrage, etc. Donc au début, il y a une explication. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que la température de régulation? Qu'est-ce que c'est la température de l'enceinte réelle? Et il faut comprendre que la régulation, c'est comme quand vous conduisez une voiture. Vous avez l'afficheur qui vous dit 110 km/h. Vous n'êtes jamais à 110, vous êtes plus ou moins à 110. Voilà. Dans un frigo, vous avez le haut, le bas. Vous allez avoir des variations de température qui sont énormes. Et ça, il faut en avoir conscience et l'expliquer. C'est pour ça que nous, on revient sur l'essentiel. C'est quel est l'essentiel de l'information? Ce n'est pas la température du frigo, elle est importante. C'est surtout la température à cœur du produit. Parce que c'est le produit que vous allez acheter. Voilà. Donc tout ça, ça demande un peu d'explication. Mais aujourd'hui, les retours d'expérience qu'on a, de toutes les personnes qui ont compris l'intérêt de l'automatisation et de la digitalisation, de faire le juste nécessaire, d'avoir la bonne information, toutes nos sondes sont étalonnées. On est COFRAC, ça veut dire on est au niveau du LNE. Donc toutes les valeurs qu'on leur remonte sont infalsifiables et standardisé par rapport à un label COFRAC, ce qui fait que personne, aucun inspecteur peut nous dire votre sonde, elle n'est pas bonne. Et c'est vrai qu'il y a un problème d'éducation, hein, parce qu'on éduque les restaurants, mais il faut aussi éduquer les contrôleurs qui, autrefois, venaient avec des simples thermomètres infrarouges, mesuraient un peu partout, et en gros, ils faisaient un peu n'importe quoi. Mais c'était les moyens qu'on leur avait donnés. Voilà. Inversement, comme ça a été dit, aujourd'hui, le gouvernement a sous-traité beaucoup à des entreprises privées qui, eux, sont déjà depuis très longtemps dans la digitalisation. Donc tout ça va tirer très très vers le haut. Et le fait qu'il y ait des mastodontes autour comme McDonald's, mais tous les autres, qui partent vers la digitalisation et qui sont souvent les premiers inspectés, et eux qui ont le droit à 0 erreur, McDonald's ne peut pas avoir le moindre scandale, évidemment, ça tire tout ça vers le haut très rapidement. Et pour terminer, quand même, la question par rapport au contrôle, parce que c'est vrai, cette année, il y a beaucoup de contrôles, c'est la maîtrise de ce contrôle, c'est-à-dire avoir les outils, les classeurs, les documents, parce que l'auditeur, souvent, il va vous questionner au fur et à mesure du passage, de son passage dans les points essentiels. Il faut avoir la maîtrise. Si on ne maîtrise pas, donc ils ont des doutes et c'est pour ça qu'il y a des questions qui se posent. Mais du moment que vous avez la maîtrise, et tout à l'heure ce qu'il a dit Paul à juste titre, malheureusement le chef n'est pas là, l'adjoint n'est pas là, donc il n'y a pas une maîtrise de l'outil. Et après, donc, on va partir dans tous les sens, on va chercher ces réponses. Mais quand on a des personnes qui sont bien formées par rapport à ça, on réussit toujours ces contrôles, d'autant plus, comme il dit Eric, donc ces contrôles, ils vont être accentués en une année de JO et ils vont être accentués cette année d'une manière optimale. Il y a 100 000 ou 150 000 contrôles cette année avec ces sociétés externes qui vont intervenir dans nos restaurants. Quel que soit le restaurant, on a commencé dans mes restaurants, je suis à 2 restaurants contrôlés sur 2 mois. Vous voyez, presque en moyenne, 1 restaurant par mois. Voilà. Merci. J'aurais d'autres questions, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est révolu. Donc nous devons clore. Merci. En tout cas, c'est une question passionnante. Que je rajoute
Je suis rédactrice en chef d'un journal qui s'appelle The Pro Snack, qui traite de la restauration rapide. Et je profiterai de cette table ronde pour faire ma prochaine enquête du mois sur cette thématique. Donc, et je l'ouvrirai encore plus. Voilà. Merci à tous de nous avoir... Merci de vos applaudissements, ça fait chaud au cœur. Messieurs, merci. Merci à vous.